Donc moi, d'une part, j'ai entendu que le mutualisme bancaire et le mutualisme de l'assurance ou de la santé étaient deux métiers extrêmement différents. Et j'ai entendu de vos parts, vous deux, que je vais séparer incessamment, que le mutualisme, effectivement, qui au départ est un système de répartition sinon égalitaire, du moins juste entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, n'est absolument pas représenté dans les structures mutualistes actuelles. Donc je vous vois, Monsieur Martini, hocher la tête négativement. Donc c'est à vous que je pose la première question en attendant que la salle réagisse. Je pense que Jean, qui n'a cessé de glousser, aura des choses à dire tout à l'heure sur le sujet. Et là, vous n'êtes pas minuté, mais ce n'est pas une raison pour parler 5 minutes d'affilée. Oui, excusez-moi, votre question absolue. Ma question absolue, c'était est-ce que vous pensez que les banques, aujourd'hui, le mutualisme bancaire est encore une forme de mutualisme ou simplement elles sont pas juste devenues, en étant cotées, des banques comme les autres et très très différentes des systèmes mutualistes de santé? Mais les banques mutualistes ne sont pas cotées. Les banques, écoutez, il faut repartir du début. Vous êtes reparti du mutualisme allemand. Enfin, c'était les idées pour faire un tout petit peu d'histoire, hein, c'était les idées de Proudhon, c'était qui ensuite se sont un peu structurés avec des mouvements soit catholiques, soit maçonniques, je dirais, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, et qui ont permis l'éclosion de petites structures de solidarité, puisqu'à l'époque, toute la grande finance, c'était l'époque des 200 familles. Tout l'argent n'était disponible que pour les chemins de fer, que pour les grands travaux, que pour vraiment les 200 familles. Ils étaient entre eux. Et lorsqu'un petit industriel ou un petit artisan voulait acheter une machine, ou un paysan voulait acheter, peut-être pas un tracteur à l'époque, mais de la terre ou quelque chose comme ça, il n'avait absolument pas l'accès au crédit. Donc, automatiquement, il y a des gens qui se sont mis ensemble. C'était un peu le microcrédit de Ulysse. Ils se sont mis ensemble, ils se sont structurés et ils se sont largement écrabouillés. Ça a été, je veux dire, il y a eu beaucoup de dégâts dans ce début, parce que le vrai métier de la banque, c'est le métier du risque, c'est de savoir, lorsqu'on prête l'argent, essayer d'avoir une chance de pouvoir le récupérer. Et la solidarité, c'est bien, mais les gens se sont aperçus que même si les gens étaient gentils, il fallait quand même que dans les projets, il y ait suffisamment de viabilité pour qu'ils puissent rendre l'argent. Donc ensuite, la guerre de 14 est arrivée, donc là, personne n'a rendu l'argent, et le gouvernement a bien senti qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est un Auvergnat qui s'appelle Clémentel qui, en 1917, a fait une loi qui a organisé, je dirais, la coopération et les banques mutualistes, en disant à chacun, au Crédit Agricole, toi tu feras l'agriculture, aux banques populaires, vous ferez les commerçants et les artisans, et tout ça s'est développé. Et l'idée était d'avoir une proximité, c'est-à-dire les banques avaient un département ou la moitié d'un département pour être tout à fait près de leurs clients et rester dans la solidarité. Et tout ça a continué jusque dans les années 70-80, où là, les banques ont pu, notamment le Crédit Agricole, ont pu avoir accès à l'ensemble du système bancaire. Donc, ils se sont développés auprès de la clientèle des particuliers. Et ensuite, comme ils avaient des ressources qui étaient importantes, ils sont allés vers les plus grandes entreprises. Et c'est pour ça qu'ils ont pris des filiales. Et non pas c'est pas leur essence, leur capital essentiel est détenu par les sociétaires, mais ce sont ces banques qui ont des filiales qui, elles, sont cotées comme Casa ou comme aujourd'hui Natixis. Voilà. Mais les fondamentaux sont conservés. En ce qui concerne l'intergénérationnel, il faut savoir que une part sociale, si vous êtes client d'une banque populaire ou client d'une caisse d'épargne, vous pouvez acheter des parts sociales, c'est-à-dire qui sont des actions de la banque. Et ces actions vous donnent chaque année un revenu qui est aux alentours de 3%. Vous ne pouvez pas en acheter beaucoup. Leur nombre est limité, justement, de façon à ce que le capital de la banque ne puisse pas être contrôlé. Et
l'intérêt de ces actions, c'est qu'elles ont un cours qui est fixe, c'est-à-dire que leur cours ne dépend pas, je dirais, des résultats de la banque. Donc il n'y a pas aucun intérêt pour les dirigeants à faire des opérations risquées, puisque le capital, la valeur du capital ne va pas changer. Et l'autre intérêt également, c'est que par rapport à une société classique, on ne distribue pas les réserves, c'est-à-dire que les réserves, les bénéfices de la société sont restés, de la banque, restent chaque année dans le cœur de la banque. C'est ce qu'on appelle les réserves impartageables et intergénérationnelles, puisque la génération d'aujourd'hui accumule des résultats qui se retrouveront dans la banque de demain, du nouveau sociétaire. Voilà. Ça fait réagir personne, ça? Ça ne fait... Enfin, moi, personnellement, quand je suis à la Caisse d'épargne, je n'ai pas le sentiment d'être particulièrement mieux traitée à la Caisse d'épargne que dans une autre banque. Je pense que j'ai plutôt le sentiment que les détournements ou les créations de structures spécifiques pour être cotées qui se sont mises dans la crise des subprimes, c'est la totalité des clients qui en payent le prix maintenant ou qui en ont payé le prix. Et que dans la solidarité intergénérationnelle, je ne la vois pas, quoi. Ben écoutez, c'est pourtant le cas. Les subprimes sont arrivés, non pas dans les banques populaires. En France, il y a 20 banques populaires. La Banque populaire du Massif central est une de ces 20 banques. Ces 20 banques étaient réunies à travers un organe central qui s'appelait la Banque fédérale des banques populaires, qui, elle, je dirais, met en commun des opérations notamment de communication, des opérations de financement. Et cet organe central est propriétaire de sociétés, notamment de sociétés d'assurance, de différentes filiales, et notamment d'une filiale qui s'appelait Natexis et qui s'est appelée Natixis lorsqu'elle a été fusionnée avec la filiale équivalente des caisses d'épargne. Et c'est dans cette filiale qui était en plein développement, dans lesquelles ont été situés les subprimes. Mais ça n'a rien à voir avec, je dirais, votre agence. Votre agence, normalement, vous connaît, vous reçoit votre salaire, et là pour vous proposer des crédits lorsque vous en avez besoin. Et également, elle a aussi une action, elle a normalement des actions, elle a des actions solidaires sur lesquelles peut-être qu'elle ne communique pas vis-à-vis de vous, mais je veux dire qui sont réelles et qui existent dans toutes les banques.